Petite vidéo, on va voir les carrières en cybersécurité. C'est réservé encore une fois aux néophytes et comment dire, rentrer dans les détails, hein, je vous parle tout le temps de Blue Team, de Red Team, de Purple Team, hein, mais on va voir un petit peu en détail, d'accord? Pour les jeunes qui se posent la question, savoir si vous êtes fait pour ce métier, si ça vous plaît. Vous savez que j'ai lancé ma chaîne sur YouTube parce que je pensais qu'on avait de grosses lacunes, de gros manques et que peut-être l'État français ne faisait pas le nécessaire, peut-être les sociétés également ne faisaient pas le nécessaire pour sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à la cybersécurité, puisque pour un État-nation, pour notre pays, ce sont comment dire, des domaines qui seront de plus en plus prépondérants et qui vont nécessiter de plus en plus de techniciens, d'ingénieurs, de hackers. D'accord? Alors, les carrières en cybersec, je vous en ai déjà parlé, mais elles sont demandées et aux États-Unis, elles offrent des salaires élevés. Si vous restez en France, vous pouvez diviser votre paye par deux. D'accord? Après, il y a des gens qui travaillent uniquement par l'argent. Il y a des gens qui travaillent uniquement par principe, par idéaux, par patriotisme. Même si je sais qu'aujourd'hui, ce mot est quelque peu dévoyé. Après, il y a des gens qui partent. Des gens qui partent, qui apprennent une nouvelle langue, qui deviennent totalement bilingues, qui apprennent une nouvelle culture, qui apprennent de nouveaux process ailleurs, voir ce qui se fait ailleurs, et puis qui reviennent pour mettre en adéquation ce qu'ils ont pu acquérir, toutes les connaissances qu'ils ont pu apprendre, et retransformer ça. Revenir au pays pour aider nos entreprises, pour aider notre pays, servir l'État ou servir les entreprises privées et les aider à élever le niveau d'exigence, élever les standards, élever l'industrie de la sécurité. Hein. C'est pour ça qu'on fait du pentest offensif. D'accord? C'est pour ça que vous allez commencer à faire des rapports de vulnérabilité pour commencer et vous entraînez sur des machines de piratage, hein, qu'on appelle CTF. Vous pouvez vous orienter également vers le défensif. Hein, comment je vais défendre les gens des cyberattaques et comment je vais enquêter. Hein. Je vais faire ce travail de fin limier où je vais enquêter sur les menaces et je vais faire de l'intelligence de menace, du CTI, Cyber Threat Intel. Alors, pourquoi faire carrière dans le cyber? Ok, la petite carotte, comme toujours. Le salaire élevé. Hein, les emplois dans la sécurité ont des salaires de départ élevés. En principe, tout va dépendre de votre profil et de vos capacités et de l'entreprise dans laquelle vous travaillerez. Ensuite, passionnant. Ça, c'est le côté geek, c'est le côté, la mentalité hacker. Hein. Vous allez pouvoir pirater légalement des systèmes et vous allez pouvoir les défendre contre des cyberattaques. Et ensuite, la demande. Hein. Plus de problème de chômage. Si vous êtes compétent, si vous êtes motivé, on parle de 3,5 millions de postes en cyber qui sont non pour vous. Partout dans le monde et en France, ça va ne faire que s'accroître. D'accord? Et puis notre président en plus nous a promis de débloquer des millions. Donc on va lui faire confiance comme d'habitude et prendre ses paroles pour acquises. Donc on va voir analyste SOC, on va voir ingénieur en sécurité, les intervenants en cas d'incident, hein, ce qu'on appelle les incident responders, les examinateurs en criminalistique numérique, ce qu'on appelle l'analyse forensique en bon français, c'est les Digital Forensics Examiners, les analystes de logiciels malveillants, qu'on appelle malware analystes, les testeurs d'intrusion, que vous connaissez tous, qu'on appelle penetration tester, et un niveau au-dessus, les red teamers, l'équipe rouge. D'accord? Alors, on va commencer par notre ami l'analyste SOC. Donc ça, c'est du défensif. Le but, c'est le maintien de la sécurité des données d'une organisation, d'une entreprise. D'accord? Donc les analystes de sécurité, ils font partie intégrante de l'élaboration des mesures de sécurité dans toutes les grosses boîtes et les plus petites boîtes, il faudrait protéger les TPE, les PME et les grandes entreprises, les gros groupes du CAC 40, puisque pour un État-nation, ce sont nos assets, nos actifs. D'accord? Donc le but, c'est de protéger l'entreprise contre les attaques. Les analystes, techniquement, ils vont explorer, évaluer les réseaux d'entreprises pour découvrir des données exploitables et faire des recommandations, d'accord, aux ingénieurs afin de développer des mesures préemptives. D'accord? Donc on parle de posture défensive et
soit on fait de l'actif, du proactif, soit on fait du passif. D'accord? Donc ce rôle de travail nécessite de travailler avec diverses parties prenantes pour acquérir une compréhension des exigences de sécurité et du paysage naturellement de la sécurité. Alors, en termes de responsabilité, c'est travailler avec diverses parties prenantes pour analyser la cybersécurité dans l'ensemble de l'entreprise. Vous allez compiler des rapports continus sur la sûreté des réseaux et documenter les problèmes de sécurité et des mesures à prendre en compte. Enfin, vous allez élaborer des plans de sécurité en intégrant la recherche sur les nouveaux outils et tendances en matière d'attaque. Ça, c'est toute l'intelligence de menace, ainsi que les mesures nécessaires à l'ensemble des équipes pour maintenir la sécurité des données. Alors, je peux que vous encourager, si vous êtes un peu riche, à vous prendre un abonnement, moins de 10 € par mois à Try Hack Me. Sinon, à aller voir quand même, certains modules sont gratuits, mais si vous voulez acquérir les bases des techniques fondamentales et un peu d'expérience pratique, allez voir le laboratoire pré-sécurité sur Try Hack Me et cyberdéfense. D'accord? Ça vous donnera les bases. Ensuite, on va parler de l'ingénieur en cybersécurité. Lui, il va essayer de concevoir, surveiller, maintenir les contrôles de sécurité au niveau des réseaux, au niveau des systèmes d'information, et aider à prévenir les cyberattaques. D'accord? Le but, c'est de développer, de mettre en œuvre des solutions de sécurité à l'aide des données sur les menaces et les vulnérabilités. Donc, généralement, ils proviennent des membres du personnel de sécurité. Les ingénieurs en sécurité, ils s'efforcent de contourner un large éventail d'attaques, d'accord, notamment les attaques d'applications web et les menaces réseau et l'évolution des tendances et des tactiques. Donc le but des ingénieurs en sécurité, c'est empêcher un large éventail d'attaques, les attaques d'applications web, les menaces réseau et l'évolution des tendances et des tactiques. L'objectif ultime, c'est de conserver et d'adapter des mesures de sécurité et le but, c'est l'atténuation du risque d'attaque et de perte de données pour les entreprises. D'accord? Donc, en termes de responsabilité, ici, ça sera tester et filtrer les mesures de sécurité sur l'ensemble des logiciels, surveiller les réseaux et les rapports pour mettre à jour les systèmes et atténuer ainsi les vulnérabilités et identifier et mettre en œuvre les systèmes nécessaires pour une sécurité optimale. Alors, si vous avez un accès à Try Hack Me, encore une fois, je peux que vous encourager à faire cyberdéfense, à faire le testeur d'intrusion junior penetration tester, et faire la partie pentest offensif. Ensuite, l'EDF-IR, Digital Forensic and Incident Response. Grosso modo, on identifie, on atténue les attaques pendant que les opérations d'un attaquant sont encore en cours. Les intervenants en cas d'incident réagissent de manière productive et efficace aux failles de sécurité. Les responsabilités comprennent la création de plans, de politiques et de protocoles que les organisations peuvent adapter pendant et après les incidents. D'accord? Donc, on va mettre en place des politiques de reprise de l'activité et d'analyse forensique en cas de cyberattaque. D'accord? Donc tout ça, c'est planifié en amont et encore une fois, on applique des techniques, des tactiques et des procédures en cas d'incident, en cas de cyberattaque. Donc il s'agit souvent d'une position très compliquée, très pressante, très stressante, avec des évaluations, des réponses qui doivent se faire en temps réel en fonction des cyberattaques et au fur et à mesure que les attaques se déroulent. D'accord? Donc c'est un des boulots les plus stressants au monde. Et les mesures de réponse aux incidents, on a des frameworks, on a MTTD, MTTA, MTTR. Donc c'est ce qu'on appelle le Mean Time to Detect, Acknowledge and Recover. D'accord? Alors, le temps moyen de la détection, de la prise en compte, acknowledge, et de la récupération, to recover. D'accord? Donc, je vous ai dit, la Cyber Kill Chain, la CKC, c'est le temps entre la première phase de reconnaissance d'un hacker, enfin d'un pirate, parce que les hackers ne font pas ça, je répète, et l'exfiltration des données. D'accord? Une cyberopération, une cyberattaque, c'est une succession séquentielle d'étapes. Et ben c'est pareil. Il faudra justement
avoir ce MTD, MTA, MTR. Ça va être également ce qui va essayer de circonscrire la cyberattaque, d'accord, et détecter la cyber kill chain. Donc le but, c'est d'obtenir une réponse efficace, rapide, de préserver la capacité financière et économique, éviter les conséquences négatives, des brèches de données, des violations des systèmes informatiques. En fin de compte, les intervenants en cas d'incident vont protéger les données, la réputation, la situation financière de l'entreprise contre les cyberattaques. Alors, il faudra apprendre à élaborer et adapter un plan d'intervention en cas d'incident complet et exploitable. Mais ça va bien au-delà en fait. Je vous ai dit que dans les grosses entreprises, vous avez également des plans, je vous en avais parlé, en quoi d'impondérable. D'accord? Inondation, feu, incendie, on a toujours des plans. D'accord? On adapte nos plans en fonction de la menace. D'accord? De l'impondérable. Ensuite, il faut maintenir des pratiques solides, en termes de sécurité et soutenir les mesures de réponse aux incidents. Donc, il y a tout un suivi pendant la cyberattaque, si on doit parler de cyberattaque, et ensuite on construit des rapports post-incident et on se prépare. On fait ce qu'on appelle un RETEX, un retour d'expérience. Le retour d'expérience se base sur les incidents qui se sont déjà déroulés et on va essayer de tirer des conclusions, on va essayer de tirer des axes de compréhension, d'amélioration, de nouveaux prismes de lecture qui nous permettront, la prochaine fois qu'on subira ce même type d'impondérable, de dégâts, d'incidents, de cyberattaques, d'avoir une longueur d'avance. D'accord ? Toujours tirer profit, malheureusement, et partie de ces cyberattaques et transformer le mal en bien. D'accord ? Pas de chance, on a eu une cyberattaque. Qu'est-ce qu'on a pu tirer maintenant comme conclusions qui nous serviront à mettre en place une évolution à nos futurs plans. D'accord ? Ça permet d'avoir une synergie et plus vous allez avoir des incidents, plus vos plans à la fin seront bien huilés, bien rodés. D'accord ? Toujours tirer des leçons des échecs et des réussites. D'accord ? C'est un apprentissage, c'est une adaptation. Et il faut toujours tirer des conclusions qui soient bénéfiques, d'accord, pour l'ensemble des acteurs en présence. Les incidents, ça arrive. Maintenant, comment on pourra mieux faire la prochaine fois que ça arrivera, d'accord ? C'est cette préparation, exactement comme les pompiers qui s'entraînent à combattre le feu et ils tirent tout le temps des axes d'amélioration. C'est leur vie qui est en jeu et le prochain incendie, ils seront plus efficaces, ils seront mieux formés, mieux entraînés. D'accord ? Je vous fais une métaphore. Donc allez voir la partie cyberdéfense sur TryHackMe, c'est plutôt pas mal fait. Ensuite, analyse de malware, donc les fameux analystes, ils analysent tous les types de logiciels malveillants, essayer de comprendre leur fonctionnement, faire de la rétro-ingénierie pour comprendre ce qu'ils font. Le travail d'un analyste, de malware, de logiciels malveillants, donc c'est analyser les programmes suspects, découvrir ce qu'ils font, rédiger des rapports sur les résultats. Donc un analyste de logiciels malveillants fait de l'ingénierie inverse, du retro-engineering. Sa tâche principale, c'est convertir des programmes compilés du langage machine en code lisible. Généralement, on est en bas niveau. On va bouffer du C, on va bouffer de l'assembleur, de l'ASM. Et ce travail nécessite que l'analyste de logiciels malveillants ait une solide expérience en programmation, en particulier dans les langages de bas niveau. Je vous disais, code assembleur, langage C, et le but ultime, c'est de connaître toutes les activités d'un programme malveillant, savoir ce qu'il fait, ce qu'il effectue, savoir comment le détecter et comment il peut être signalé en cas de cyberattaque. On va trouver les indicateurs de compromission, les signatures, l'heuristique. D'accord ? Alors, le but, c'est au niveau des responsabilités, d'effectuer une analyse statique des programmes malveillants, d'accord ? Ce qui implique une rétro-ingénierie et une analyse dynamique des échantillons de logiciels malveillants en observant leurs activités dans un environnement contrôlé. Typiquement, analyse statique, ok ? On décompile et on analyse le code. On analyse le code, on fait une lecture statique du code. Pourquoi statique ? Puisque
Ce qui va se déplacer, c'est juste vos yeux sur les lignes de code pour avoir une compréhension globale du programme. Dynamique, à l'inverse, c'est pas une analyse du code, c'est plutôt l'heuristique, le comportement du logiciel. Comment il va se comporter dans un environnement contrôlé? Tout simplement, tu vas le faire tourner dans un environnement sandbox, une machine virtuelle, et tu vas voir s'il n'y a pas des comportements louches, s'il n'y a pas des appels qui sont faits en bas niveau au noyau, s'il n'y a pas des API qui sont appelés et un peu bizarres pour faire des appels bizarres. Est-ce qu'il n'y a pas des techniques, soit de rétro-ingénierie quand tu fais de l'analyse statique, soit des techniques d'offuscation pour essayer de berner justement l'environnement de sandboxing, se faire passer pour un programme légitime alors qu'il est en fait malicieux. D'accord? Donc on va le faire tourner et on va voir son comportement. Ensuite, il faudra documenter et on va rapporter tout ça, toutes nos constatations dans un KB, une knowledge base, une base de connaissances qui va profiter à l'ensemble de l'industrie de la cybersécurité. On pourra ensuite exploiter des règles Yara, on pourra créer également des règles Sigma qu'on utilise en bleu pour analyser. D'accord? Analyser et détecter. Ensuite, on a le testeur d'intrusion. Donc lui, il est responsable des produits technologiques pour détecter les failles de sécurité. Quand on fait un test d'intrusion, pen test ou piratage éthique, le rôle du testeur d'intrusion, c'est de tester la sec des systèmes et les logiciels au sein d'une entreprise. D'accord? On va essayer de découvrir les failles, les vulnérabilités grâce à un piratage systématisé. D'accord? Alors, les testeurs d'intrusion exploitent ces vulnérabilités pour évaluer le risque. D'accord? Et l'entreprise peut ensuite utiliser ces informations pour corriger les problèmes, éviter une cyberattaque dans le monde réel. Alors, vous devrez effectuer des tests sur les systèmes informatiques, des réseaux et des applications web. Vous devrez effectuer également des évaluations de sécurité, des audits de sécurité et analyser les stratégies qui sont mises en place au sein des entreprises. Évaluer et rendre compte de ces informations, puisqu'il y aura une grosse partie, et les gens oublient ça, tu oublies que tu ne fais pas que du hacking. Je t'ai dit que tu travaillais en équipe, je t'ai dit que tu dois remplir des rapports complets. Donc il y a une qualité rédactionnelle, il y a une qualité humaine, puisque avec votre haut degré de connaissances et de technique, il va falloir vulgariser pour des gens normaux qui ne sont pas comme vous. D'accord? Si vous êtes des ovnis dans l'informatique, eux ne le sont pas. D'accord? Ils font d'autres métiers que vous ne connaissez pas. Et c'est pareil. Il va falloir vulgariser, faire des synthèses pour que des gens qui ne soient pas techniques comprennent ce que vous avez fait et comment vous êtes parvenu à vos fins. Ça, c'est vraiment important. Et ça, c'est des qualités qui sont autres que le hacking. Et puis, il faudra recommander des actions. D'accord? Pour prévenir les futures attaques. Alors, je vous conseille le testeur d'intrusion junior sur Try Me, je vais y arriver, et le pentest offensif. Enfin, on terminera par, après le testeur d'intrusion, on a les testeurs d'intrusion encore plus confirmés et qui font pas que des tests d'intrusion, ils font aussi des tests d'intrusion physique. D'accord? Alors, le but, c'est de rentrer dans la tête d'un adversaire. Le but, c'est de jouer le rôle d'un adversaire. On va émuler la menace, on va simuler la menace. Quel est le modèle de menace d'abord? Il faut se poser cette question. Quand on va attaquer une organisation, on fournira les commentaires d'un point de vue des méchants, des ennemis. D'accord? Et en fonction du niveau de menace, on adaptera les techniques pour rentrer, soit physiquement, soit rentrer via le cyber. D'accord? Donc les red teamers, ils partagent des similitudes avec les testeurs d'intrusion, je vous l'ai toujours dit, mais ils ont un travail plus ciblé. D'accord? Les testeurs d'intrusion, ils cherchent à découvrir les vulnérabilités dans tous les systèmes pour maintenir la cyberdéfense en place. Les équipes rouges sont mises en place pour tester vraiment les capacités de détection et de réponse de l'entreprise. Ça, c'est vraiment important. Ce rôle de travail nécessite d'imiter les actions des cybercriminels, d'émuler les attaques malveillantes, de conserver l'accès, d'éviter la détection.
D'accord? C'est les objectifs impérieux de la mission. Les évaluations de l'équipe rouge peuvent durer jusqu'à 1 mois, parfois 6 mois, hein, dans les grosses entreprises. Et c'est toute une équipe, et une équipe externe à l'entreprise. Comme ça, il n'y a pas de biais. D'accord. Et puis souvent, ils sont mieux adaptés aux organisations qui ont mis en place aussi des programmes de sécurité matures. Parce que tout ça, ça coûte de l'argent et malheureusement, pour l'instant, c'est encore réservé aux grosses entreprises. D'accord. Donc, pour pouvoir imiter les cybercriminels, je dois comprendre comment fonctionnent les cybercriminels. Si je dois émuler les attaques de quoi? Des scripts kiddie, je dois comprendre comment fonctionnent les scripts kiddie. Si je dois émuler les attaques de hackers étatiques, de services de renseignement ou de cellules militaires, je dois comprendre comment ces acteurs fonctionnent. Quelles sont leurs tactiques, quelles sont leurs techniques et quelles sont également leurs procédures. Émuler le rôle d'un acteur de menace, ça sera vos responsabilités. Découvrir les vulnérabilités exploitables, maintenir l'accès, éviter la détection, voler sous les radars. Évaluer les contrôles de sécurité, les renseignements sur la menace, le threat intel et les procédures de réponse via le DFIR des organisations que vous allez auditer. Et enfin, il faudra évaluer, générer des rapports également encore plus fournis, puisque la surface d'attaque est beaucoup plus grande généralement. Vous allez faire du white box et du grey box, généralement en pen test, alors que vous avez l'ensemble du périmètre généralement quand vous faites de l'équipe rouge, de la simulation, l'émulation de menaces, vous faites du red teaming. Vous êtes en black box, vous attaquez de l'extérieur et vous ne savez rien. C'est à vous de faire cette phase d'OSINT, de reconnaissance, pour récupérer des informations. D'accord? Alors que quand vous auditez en tant que pentester, généralement, vous simulez un insider, vous êtes déjà dans l'entreprise et vous avez à votre disposition beaucoup de données techniques qui vous mâchent le travail. D'accord? Alors, les parcours d'apprentissage, pareil, les bases. Penetration Tester Junior, ensuite Pen Testing offensif et enfin Red Teamer. Et c'est les prochains cours qu'on verra ensemble, les bases, parce que c'est vaste et ce sont les meilleurs qui font ça. Et je vous le disais, à un très haut niveau, c'est des gens de l'armée, c'est des gens du renseignement et des gens qui ont beaucoup d'expérience. Donc, on sort pas d'école d'ingénieur pour faire Red Teamer. Il y en a qui le font, mais généralement, il faut avoir de bonnes expériences. On gravit les échelons jusqu'à devenir Red Teamer. Ça s'apprend, d'accord? On le devient, c'est pas inné. Ou chez certaines personnes, ça l'est, mais encore une fois, ça relève plus du génie. Voilà, si vous êtes quelqu'un de normal, entre guillemets, il va falloir apprendre tout ça. Si vous êtes un génie, vous avez beaucoup de chance. Moi, je le suis pas. Maintenant, on va parler des examinateurs en criminalistique numérique. C'est un peu à part, ça peut être utilisé en entreprise pour détecter éventuellement ce qu'aurait pu faire un insider, un salarié qui est pas content, un stagiaire qui a foutu le bordel ou un futur salarié qui a décidé d'attaquer, qui fait une prise de fonction dans une entreprise et qui est en fait un acteur malicieux. D'accord? Et c'est aussi tout l'aspect de la criminalistique numérique pour enquêter sur des incidents, sur des crimes informatiques utilisés par la police nationale, police scientifique dédiée, dans la gendarmerie et dans le renseignement. Donc, c'est un métier vraiment à part. Ce sont, pour moi, et ça n'engage que moi, les meilleurs informaticiens qui travaillent en criminalistique numérique. Ça demande pléthore de compétences et c'est apprendre à jouer au détective si ça vous plaît, si vous aimez le travail d'enquête, si vous êtes un fin limier, ça sera un travail qui est parfait pour vous. Le but, c'est l'application de la loi, se concentrer sur la collecte et l'analyse des preuves médico-légales, dites forensiques, et aider à résoudre les crimes, inculper les coupables, monter des dossiers, instruire en justice et exonérer les innocents. D'autre part, si votre travail relève de la défense du réseau d'une entreprise, vous allez utiliser également vos compétences médico-légales pour analyser les incidents, notamment tout ce qui est violation de politique
de sécurité au sein de l'entreprise. Et si jamais il y a eu des fuites de données, si jamais on a nui à l'image de marque, à la propriété intellectuelle de l'entreprise, il va falloir faire ce travail d'analyse. Alors, recueillir les preuves numériques tout en respectant les procédures légales. On a tout un protocole qui doit être appliqué et on doit respecter ce protocole, puisque quand vous allez monter un dossier en justice, si jamais le protocole n'est pas respecté, il va y avoir des failles inhérentes de procédure et ça pourrait justement permettre aux personnes inculpées de se sortir de ces histoires. Donc le but, c'est d'avoir des procédures bien rodées et en analyse scientifique, dans la police scientifique. On fait pas les choses en dilettant. D'accord, on a des protocoles pour tout, comme vous allez faire de l'analyse médico-légale sur des cadavres, malheureusement, des personnes qui ont eu des accidents, qui se sont fait assassiner. On a tout un protocole en médecine médico-légale. Et ben là, c'est pareil, sauf que ce sont des ordinateurs. C'est un petit peu plus propre, entre guillemets. Mais le but, c'est d'analyser, je vous disais, les preuves numériques, trouver des réponses qui sont liées à l'affaire en cours sur laquelle vous allez travailler. C'est des outils que je vous avais déjà présentés, notamment CSI Linux. Je vous avais dit que c'était utilisé par le FBI et aux États-Unis en analyse médico-légale. Je vous avais déjà présenté l'outil. Et puis, il va falloir également documenter vos conclusions, faire un rapport qui permettra d'instruire. Quand on parle d'instruction, là, on parle du cadre légal, juridique. D'accord ? Donc voilà, c'est un métier vraiment à part, très, 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 très intéressant. Vraiment, voilà. Et puis, généralement, je vous dis, on a rarement des juniors en analyse criminalistique. Ce sont essentiellement que des seniors. D'accord ? Parce que c'est ultra, ultra, ultra spécialisé. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné un aperçu général des différentes carrières en cybersec. N'oubliez pas que vous avez beaucoup d'informations. Je vous redirige vers le MOOC de l'ANSSI, MOOC, gratuit, que vous pouvez passer, qui vous donnera une certification, en tout cas qui vérifiera que vous êtes sensibilisé à la cybersécurité chez vous, à la maison et dans votre entreprise. C'est des petits modules que vous allez faire gratuitement. C'est de la gamification, comme on dit, sous forme de jeu, mais ça vous donnera les bases pour commencer dans le métier. Et sans fondation solide, vous ne pourrez pas construire. D'accord ? Donc, il faut acquérir les bases. C'est vrai, au début, c'est un peu contraignant. C'est pas ce qui nous passionne. On veut tout de suite faire des attaques, contourner les antivirus et tout ça. Mais si vous n'avez pas les bases, vous pourrez jamais atteindre ce niveau. D'accord ? Donc, laissez-vous le temps. Ça prend du temps. C'est des années. C'est des dizaines d'années de travail et d'abnégation. Donnez-vous à fond si c'est ce que vous voulez faire et choisissez votre rôle en cybersécurité, celui qui vous convient le mieux. Je vous souhaite de réussir. Bon courage. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi, en attendant, je vous dis ciao, ciao.